La première armée qui écrit maintenant sur le sol allemand une page de l'histoire de France n'oublie pas dans sa marche vers la victoire de se retourner vers les grands morts, vers tous les morts glorieux que symbolise le combattant anonyme reposant sous l'arc de triomphe. Car à 30 ans de distance, c'est la même guerre qui se poursuit. Et les combattants de Bir Hakeim, de Rome, d'Alsace, bientôt de Stuttgart, ont au cœur la même foi que les hommes de Verdun. Le général Salan, commandant la 14e division, représente le général Delattre de Tassigny. Il est accompagné par le colonel Brideau, commandant le 8e régiment de tirailleurs marocains. De même que l'avenue de la Grande Armée conduit à l'Arc de Triomphe, de même la longue et glorieuse route de la Première Armée aboutit à la victoire. Des barbelés diminuent de jour en jour l'espace vital allemand. Ceux que les nazis envoyaient à la mort pour la plus grande Allemagne apprennent à leur tour que l'on peut vivre par milliers dans l'enclos d'un camp d'internement. Ce camp situé près de Sarrebourg est un camp de transit. À l'état de ces hommes harassés, mangés par la vermine, on peut juger de l'ampleur de la catastrophe qui s'abat sur l'Allemagne. Les rescapés de la trop fameuse Wehrmacht attendent là leur évacuation vers l'arrière. Tous ont été capturés le jour même ou la veille. Ces hommes qui ont déposé les armes n'ont plus aujourd'hui qu'un droit, celui de vivre. Dans une Allemagne exsangue et affamée, on peut presque dire que ces milliers de captifs, nourris par leurs vainqueurs, ont eu 2 fois la vie sauve. Chaque jour, l'avance alliée libère des prisonniers français. Chaque jour, des prisonniers allemands affluent dans les camps d'internement. Chacun son tour. C'est dans les usines Matisse de Strasbourg que s'étaient installés les ateliers Juncker. L'aviation alliée n'a pas permis que l'Allemand continua impunément son travail de guerre dans une usine française. Elle a cloué au sol des appareils mort-nés. Deux grands hangars ateliers ont été relevés des ruines. Réquisitionnés par la 2e division blindée, ils servent d'atelier de réparation pour les voitures, camions et engins blindés de cette unité. Ramené directement des lignes, le véhicule détérioré placé à l'une des extrémités de la chaîne en ressort neuf à l'autre. C'est un officier de char, le capitaine Renaud, qui a monté à 3 km du front cet hôpital pour matériel. Grâce à sa haute compétence, c'est une usine des plus modernes, une des premières ayant recommencé à fonctionner en France, qui donne chaque jour à la division Leclerc les moyens de reprendre sur les chemins de la victoire les courses audacieuses dont elle est coutumière. La première division française libre tient le secteur montagneux des Alpes-Maritimes. À 1500 mètres d'altitude, sur la montagne Simalonga, nos troupes dominant Vintimille ont installé des postes d'observation qui règlent les tirs navals et terrestres. En jeep, à dos de mulet ou même à pied,
L'armement et le ravitaillement sont amenés sur les positions. Les derniers mètres sont les plus durs, mais les hommes de la première DFL sont des montagnards endurcis, rompus à toutes les escalades. Le tir va être déclenché sur les villages italiens situés au-delà de Menton. Une patrouille s'engage dans un secteur dangereux. Elle est précédée par le détecteur de mines. Un fusil mitrailleur prêt à intervenir protège celui dont le délicat travail les protège tous. La messe de Pâques a lieu dans ce décor qui sied à sa solennité. Pendant quelques instants, ces combattants déposant leurs armes se groupent pour une cérémonie que la résurrection de la France rend plus symbolique encore. Détente pour la première DFL, qui peut le plus, peut le moins. Les bouteilles ont été moins difficiles à transporter que les armes à cette hauteur. Et les réjouissances commencent. S'il n'est pas rare de voir de bons danseurs parmi les militaires, il est moins fréquent de voir danser le swing à 1500 mètres d'altitude. Un rival du grand dictateur, mais bientôt ce n'est pas en parodie que le sort du vrai sera réglé. En présence du général Delattre de Tassigny, commandant la première armée, du général de Montsabert, du général Guillaume et du général Vanier, ambassadeur du Canada en France, a lieu une cérémonie très simple et profondément émouvante. À Scheibenhardt, pour la première fois sur le sol allemand, sont hissées les trois couleurs. 25 mars 1945. Que de souffrances rachetées, que de colère apaisée par ce simple geste. Combattons pour l'avenir de nos enfants, dit cette inscription. Il est mieux valu pour l'avenir des jeunes Allemands que leurs pères ne prissent jamais les armes. On éprouve quelque peine à déraciner Hitler, mais le temps est proche où cela ne sera plus un symbole. Dans ce village, situé au-delà de la ligne Siegfried, nos camions passent rapidement à la poursuite de l'ennemi en fuite. Rien n'arrêtera nos troupes, ni les rails anti-chars, ni les forêts décapitées. Demain, pour la première fois depuis l'épopée napoléonienne, ces mêmes troupes franchiront le Rhin en...